Mon mari a essayé de mettre fin à ma vie et de faire croire que c'était de ma propre main, alors j'ai simulé ma mort et j'ai disparu. Je m'appelle Amber, et je me tiens sur le parking d'un supermarché, dans une ville située à près de 480 km de l'endroit où je vivais autrefois, fixant un homme que je n'aurais jamais cru revoir un jour. Mes mains tremblent si fort que je laisse tomber mes clés, elles heurtent le sol avec un bruit métallique qui résonne trop fort à mes oreilles. Tout semble trop bruyant à cet instant, les battements précipités de mon cœur, le grondement de la circulation sur l'autoroute voisine, et sa voix qui prononce mon nom, Amber, s'il te plaît, écoute-moi. Je devrais fuir, chaque instinct en moi hurle de courir, mais mes jambes refusent de bouger. Je reste figée, les yeux rivés sur Marcus, mon mari, ou plutôt mon ex-mari, ou quoi qu'il soit désormais, et tout ce à quoi je peux penser, c'est la dernière fois que je l'ai vu, la nuit où il m'a poussée vers le bord de notre balcon en me disant que tout serait bientôt terminé. C'était il y a 3 ans. Comment m'as-tu retrouvé? Murmurai-je d'une voix à peine audible. Il fait un pas vers moi, il a l'air plus âgé, les rides se sont creusées autour de ses yeux, ses tempes ont grisonné. Cela m'a pris du temps, mais je devais te retrouver, dit-il. Les enfants ne. Je lève la main. N'ose même pas parler d'eux. Il te manque, dit-il encore. Emma parle de toi chaque jour, Tyler a dessiné ton portrait la semaine dernière et l'a accroché à son mur. L'évocation de leur nom est comme un couteau qui tourne dans ma poitrine. Emma a 8 ans maintenant, Tyler en a 6. Je suis partie quand Emma avait 5 ans et Tyler 3. J'ai manqué leurs anniversaires, leur premier jour d'école, leurs dents perdues, leur coucher. Je suis partie parce que je voulais être en vie pour eux un jour, même si je ne pouvais pas être là à ce moment-là. Laisse-moi revenir en arrière et te raconter comment tout a commencé, car je sais ce que tu penses. Personne ne simule sa mort et n'abandonne ses enfants à moins que quelque chose de vraiment, vraiment terrible ne se soit produit. Et tu as raison. Marcus et moi nous sommes rencontrés à l'université. Il était charmant, sûr de lui, le genre d'homme capable d'entrer dans une pièce et d'en prendre aussitôt possession. J'étais en 3e année de psychologie, lui préparait un MBA. Nous nous sommes mariés 2 ans après l'obtention de nos diplômes, et pendant un certain temps, tout allait bien, vraiment bien. Il m'emmenait dîner dans de bons restaurants, me surprenait avec des fleurs, me disait que j'étais la plus belle femme du monde. Ses parents m'adoraient, les miens pensaient qu'il était le gendre parfait. Tout le monde croyait que nous formions le couple idéal. Puis Emma est née, et quelque chose a changé. Marcus est devenu contrôlant. Il voulait savoir où j'étais à chaque instant, avec qui je parlais, comment je dépensais notre argent. Il a ouvert un compte commun et a insisté pour que je ferme le mien, affirmant que les couples mariés devaient tout partager. Au début, j'ai trouvé cela attendrissant, il voulait participer à chaque aspect de ma vie, disait que c'était parce qu'il m'aimait tellement. Je pensais qu'il ne s'agissait que du stress lié à la parentalité. Je me suis trouvé des excuses, persuadée qu'il était simplement protecteur. Mon amie Jessica fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Nous étions amies depuis le lycée, et elle est venue nous rendre visite quand Emma avait environ 6 mois. Amber, est-ce que Marcus vérifie toujours ton téléphone comme ça? M'a-t-elle demandé après qu'il eut pris mon portable pour parcourir mes messages pendant que je préparais le café. Il veut juste s'assurer que je ne rate rien d'important, ai-je répondu. Jessica m'a regardé longuement. Ce n'est pas normal, a-t-elle dit, mais je n'ai pas écouté. J'étais épuisée, dépassée par mon rôle de jeune mère, et je me suis convaincue qu'elle exagérait. Quand Tyler est né, Marcus m'avait déjà isolée de la plupart de mes amis, y compris Jessica. Il disait qu'elle était toxique, qu'elle cherchait à créer des problèmes dans notre mariage, que de vrais amis ne le critiqueraient pas ainsi. Alors j'ai cessé de répondre à ses appels, à ses messages, et finalement elle a arrêté d'essayer. Ma famille vivait en Arizona, nous étions à Chicago, et Marcus trouvait toujours une raison pour que nous ne rendions pas visite à mes parents, trop cher, trop de travail, les enfants trop jeunes pour voyager. Son emploi était exigeant, disait-il, il fallait économiser. Quand ma mère a proposé de venir chez nous, il a prétexté que notre appartement était trop petit, que cela me stresserait d'accueillir des invités avec 2 jeunes enfants. Avec le recul, je vois à quel point il m'a isolée méthodiquement de toute aide possible. Mais quand on est dedans, quand cela se fait lentement, sur des années, on ne voit pas le schéma, seulement des moments isolés qui paraissent raisonnables. La violence physique a commencé doucement, une prise trop ferme, une bousculade pendant une dispute, puis cela a empiré, une poussée qui m'a projeté contre un mur. Il s'excusait toujours ensuite, promettait que cela n'arriverait plus, blâmait le stress, moi, ou quelque chose que j'avais mal fait. La première fois qu'il m'a vraiment frappé, c'était lors du premier anniversaire de Tyler.
J'avais organisé une petite fête, juste nous et quelques voisins avec leurs enfants. Marcus est rentré du travail furieux. Pourquoi tous ces gens sont-ils dans ma maison? A-t-il exigé. C'est l'anniversaire de Tyler, ai-je répondu, je t'en ai parlé la semaine dernière. Non, tu ne l'as pas fait. Si, je l'avais fait, je le lui avais rappelé 3 fois. Mais discuter n'aurait fait qu'empirer les choses, alors je me suis excusée, prétendant avoir oublié, promettant de raccourcir la fête. Mais il était déjà furieux. Après le départ de tout le monde, après que les enfants se furent endormis, il m'a acculé dans le salon. Tu m'as humilié, a-t-il dit, tu m'as fait passer pour un père qui oublie l'anniversaire de son fils. Je suis désolé, ai-je dit, j'aurais dû te le rappeler ce matin. Tu aurais dû l'annuler, a-t-il répliqué, puis il m'a giflé si violemment que ma tête a pivoté sur le côté et que j'ai senti le goût du sang où mes dents avaient entaillé ma joue. Je suis restée figée, choquée. Il ne m'avait jamais frappé avant, saisi, oui, poussé, oui, mais jamais frappé. Regarde ce que tu m'as fait faire, a-t-il lancé avant de quitter la pièce. J'aurais dû partir cette nuit-là. Mais où irais-je avec 2 enfants? Comment les nourrir? Marcus contrôlait tout notre argent. Je n'avais pas de travail. Il m'avait convaincu de rester à la maison pour m'occuper d'Emma et de Tyler, disant que c'était mieux pour eux, qu'ils avaient besoin de leur mère. Alors je suis restée, et tout a empiré. Il a commencé à dire aux gens que j'étais instable, que j'avais du mal à m'adapter à la maternité, que j'étais dépressive. Il en parlait au dîner, aux réunions de famille, toujours avec une voix pleine de sollicitude, toujours comme s'il était inquiet. Amber traverse une période difficile, disait-il. J'essaie d'être là pour elle, mais c'est dur. Il a fait en sorte que tout le monde le voit comme le mari dévoué supportant une épouse fragile. Pendant ce temps, à la maison, les abus continuaient. Il m'a poussé dans les escaliers une fois et a dit aux urgences que j'étais tombée en portant du linge. Ils l'ont cru. J'avais des bleus sur les bras, en forme de doigts, mais personne ne posait de questions. J'ai commencé à planifier ma fuite en secret. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et commencé à y transférer de petites sommes, $20 ici, 50 là, rien qu'ils ne remarqueraient. J'ai contacté une ligne d'aide pour les victimes de violences domestiques. Ils m'ont donné des ressources, m'ont conseillé de préparer un sac d'urgence. J'y ai mis l'essentiel pour les enfants et moi, vêtements, documents importants, quelques jouets. Je l'ai caché au fond du placard, sous d'anciens manteaux d'hiver. J'étais prudente, si prudente, mais pas assez. Une nuit, il y a environ 3 ans, Marcus est rentré tard. Il avait bu, et je pouvais sentir l'alcool à travers la pièce. Il était nerveux, faisait les 100 pas dans le salon pendant que j'essayais de coucher les enfants. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. J'ai répondu qu'on parlerait après le coucher des enfants, mais il a attrapé mon bras et m'a tiré vers le balcon. Nous vivions au 8e étage. Je sais ce que tu fais, a-t-il dit. Mon sang s'est glacé. Je ne vois pas de quoi tu parles. Le compte, le sac dans le placard. Tu pensais vraiment que je ne le découvrirais pas? Il avait fouillé mes affaires, lu mes emails, sûrement depuis des semaines. Il m'a plaqué contre la rambarde, le métal me meurtrissait le dos. En dessous, le parking paraissait terriblement loin. Tu ne partiras pas, a-t-il dit, tu ne prendras pas mes enfants. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'il comptait faire, me pousser, faire croire que j'avais sauté. Il avait déjà préparé le terrain, racontant à tout le monde que j'étais dépressive, que j'allais mal. Il avait tout planifié. Marcus, s'il te plaît, ai-je dit, pense à Emma et Tyler, je pense à eux, dit-il. Ils méritent mieux qu'une mère qui les a abandonnés. Il construisait déjà son récit dans sa tête, j'étais déjà partie, alors si je mourais, ce serait ma faute. Il m'a poussé plus fort contre la rambarde, j'ai senti mon corps basculer en arrière, l'air nocturne glacé sur mon visage, les étoiles au-dessus de nous, et je me souviens avoir pensé que ce serait peut-être la dernière chose que je verrais. Mais alors, Emma a crié depuis l'intérieur de l'appartement, « Maman !» Marcus s'est figé une seconde, juste une, son étreinte s'est relâchée, et c'est tout ce dont j'ai eu besoin. Je l'ai repoussé de toutes mes forces, j'ai couru à l'intérieur, attrapé Emma, lui ai dit d'aller chercher Tyler, et nous nous sommes enfermés dans la chambre des enfants. J'ai appelé le 911, mais lorsque la police est arrivée, Marcus s'était déjà recomposé. Il leur a dit que je traversais une crise psychologique, que j'agissais de manière erratique, qu'il était inquiet pour moi, que j'avais menacé de me faire du mal et qu'il essayait simplement de me calmer. Et parce qu'il était charmant, parce qu'il était brillant, parce qu'il savait jouer le jeu, ils l'ont cru.
Ils m'ont regardé avec pitié, m'ont suggéré de parler à quelqu'un, de chercher de l'aide. Ils ne l'ont pas arrêté, ils n'ont même pas rédigé de rapport. L'un des officiers m'a prise à part avant de partir. « Madame, si vous avez des pensées suicidaires, il existe des ressources pour vous. » J'ai essayé de lui dire la vérité, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il ne me croyait pas. Ma voix tremblait, je paraissais hystérique, tandis que Marcus semblait calme, posé, inquiet. Après leur départ, Marcus est allé dans la chambre sans dire un mot, a fermé la porte. J'ai passé la nuit sur le canapé avec Emma et Tyler, sans dormir, sachant que je devais agir, sachant que la police ne m'aiderait pas, sachant que si j'essayais de partir par des voies légales, Marcus se battrait, qu'il avait de l'argent, des avocats, des relations, et qu'il avait déjà préparé le terrain pour me faire passer pour instable. C'est alors que j'ai compris, je devais disparaître. Je ne pouvais pas passer par les voies officielles. Si je demandais le divorce, Marcus prendrait un bon avocat, utiliserait tout ce qu'il disait sur moi pour m'écraser. Il obtiendrait sûrement la garde des enfants, et je n'aurais plus aucun moyen de me protéger ni de les protéger. S'il avait la garde et que je n'avais que des visites surveillées, il pourrait faire ce qu'il voulait, et je serais morte dans l'année, j'en étais certaine. Alors j'ai fait quelque chose de désespéré. J'avais une amie de la fac, Rachel, avec qui j'avais repris contact en ligne quelques mois plus tôt. Elle avait traversé une situation similaire avec son ex, et s'en était sortie en simulant un accident de randonnée pour recommencer sa vie dans un autre état. Je l'ai contactée par une messagerie cryptée que Marcus ne connaissait pas. « J'ai besoin d'aide », ai-je écrit. « C'est grave. » Elle m'a appelé le lendemain depuis un téléphone jetable pendant que Marcus était au travail. « Dis-moi tout », a-t-elle dit. Alors j'ai tout raconté, le balcon, la police qui ne m'avait pas cru, ce sentiment d'être piégée. « Je peux t'aider », a-t-elle répondu, « mais tu dois comprendre ce que cela implique. Tu devras laisser Emma et Tyler derrière toi. Tu ne pourras plus les contacter. Il se passera peut-être des années avant que tu puisses revenir dans leur vie. Je sais, ai-je dit, mais si je reste, je mourrai, et alors ils n'auront plus de mère du tout. Nous avons passé 2 semaines à tout planifier. Rachel était prudente, méthodique. Elle avait déjà fait ça, pas seulement pour elle-même, mais pour d'autres femmes dans des situations semblables. Elle avait des contacts, des gens prêts à aider. Le plus important, m'a-t-elle expliqué, c'est de rendre tout crédible. Il faut laisser des preuves qui ne laissent place à aucun doute. Elle m'a aidé à organiser chaque détail, où aller, comment m'y rendre, comment créer une nouvelle identité. Le plus difficile, c'était les vidéos. Je les ai enregistrées sur le téléphone de Rachel, une pour Emma, une pour Tyler, et une pour eux deux ensemble. Dans celle d'Emma, je lui disais à quel point j'étais fière d'elle, combien elle était intelligente, gentille et courageuse, combien j'étais désolée de devoir partir. Maman t'aime plus que tout, ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage, et un jour, quand tu seras plus grande, j'espère que tu comprendras pourquoi j'ai dû faire cela. J'espère que tu pourras me pardonner. La vidéo de Tyler était plus courte, il n'avait que 3 ans, je ne savais pas ce qu'il comprendrait, mais je lui ai dit que je l'aimais, que je l'aimerais toujours, que rien n'était de sa faute. Dans la vidéo pour eux deux, j'ai essayé d'expliquer simplement, maman doit partir un moment pour que tout le monde soit en sécurité, mais elle ne cessera jamais de penser à vous, jamais de vous aimer, et un jour, je vous le promets, nous serons de nouveau ensemble. Enregistrer ces vidéos m'a presque détruite. J'ai failli changer d'avis, failli me dire que je prendrais le risque d'affronter Marcus par les voies légales. Mais alors j'ai repensé à cette nuit sur le balcon, à la façon dont il m'avait regardé avec cette colère froide et calculée, et j'ai su que je devais aller jusqu'au bout. J'ai dit à Marcus que je voulais partir un week-end seul pour me vider la tête. À ma surprise, il a accepté. Je crois qu'il aimait l'idée que je sois absente, cela le faisait passer pour un mari compréhensif, prêt à donner de l'espace à sa femme. Prends tout le temps qu'il te faut, m'a-t-il dit, je m'occuperai des enfants. J'ai embrassé Emma et Tyler ce vendredi matin-là, les ai serrés un peu plus fort que d'habitude. Tyler s'est dégagé pour retourner jouer avec ses jouets, Emma m'a serré à son tour. Où vas-tu, maman ? A-t-elle demandé. Juste un petit voyage, ai-je répondu. Je te verrai bientôt. C'était un mensonge, mais je ne savais pas comment dire adieu autrement. J'ai conduit jusqu'à Devil's Canyon State Park, à environ 2 heures au nord. C'était un endroit où j'étais déjà allé quelques années auparavant, un lieu de randonnée, de falaises abruptes, réputé dangereux. J'ai garé ma voiture près d'un sentier, laissé mon téléphone sur le siège avant, ma veste sur le siège passager, mon portefeuille dans la boîte à gants, et j'ai laissé une lettre. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à écrire.
Je l'ai rédigé de manière vague mais évocatrice, parlant de fatigue, de ne plus voir d'issue, que tout le monde serait mieux sans moi. J'ai fait trembler mon écriture, fait en sorte qu'on voit que j'avais pleuré. Puis j'ai marché jusqu'à Overlook Point, une falaise qui plongeait à plus de 60 mètres jusqu'à la rivière en contrebas. J'ai retiré mon alliance et l'ai posée sur un rocher près du bord, avec une écharpe que Marcus m'avait offerte à Noël. C'était l'idée de Rachel. Il faut laisser quelque chose de personnel, m'avait-elle dit, quelque chose qui fasse croire que tu es resté là, à réfléchir. Ensuite, j'ai descendu le versant opposé de la montagne par un sentier figurant sur la carte du parc. Rachel m'attendait sur un parking 2 miles plus loin. Quand je suis montée dans sa voiture, j'ai éclaté en sanglots. Elle m'a laissé pleurer quelques minutes, puis m'a tendu une bouteille d'eau et des vêtements propres. Il faut qu'on bouge, m'a-t-elle dit doucement, on pensera à tout ça plus tard, pour l'instant il faut te mettre en sécurité. Elle m'a conduite jusqu'à une petite ville du Montana appelée Millfield, 3000 habitants, le genre d'endroit où les gens s'occupent de leurs affaires sans poser trop de questions. Elle avait déjà tout prévu, une chambre à louer chez une vieille dame nommée Dorothy, un emploi dans un petit restaurant appelé Rosie's, prêt à me payer discrètement pendant quelques semaines, le temps d'obtenir de vrais papiers. Voici Claire Anderson, a dit Rachel en me présentant à Dorothy sous mon nouveau nom. Elle cherche un nouveau départ. Dorothy, qui devait l'avoir dans les 70 ans, m'a regardée avec bienveillance. N'est-ce pas ce que nous cherchons tous, ma chère? La chambre est à l'étage, la salle de bain au bout du couloir, le loyer se paie le 1er de chaque mois. C'est tout. Aucune question sur mon passé ni sur les raisons de ma présence. Les premières semaines ont été les plus dures. Je travaillais en double au restaurant pour m'occuper l'esprit, pour ne pas aller vérifier les nouvelles, mais finalement je n'ai pas pu résister. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai utilisé un de leurs ordinateurs. Femme disparue, présumée morte à Devil's Canyon, disait le titre. L'article expliquait que ma voiture avait été retrouvée, la lettre aussi, mes effets personnels, et que les secours cherchaient mon corps depuis 5 jours. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le courant de la rivière était fort, ils pensaient que mon corps avait peut-être été emporté à des kilomètres en aval. Marcus avait donné une interview, il y avait une photo de lui tenant Emma et Tyler dans ses bras. Il paraissait dévasté. Amber avait des difficultés, disait-il dans l'article. J'ai essayé de l'aider, j'aurais voulu en faire plus. Il avait lancé une collecte GoFundMe pour la sensibilisation à la santé mentale, qui avait déjà récolté $30 000. J'ai refermé le navigateur et je suis rentrée chez Dorothy, encore sous le choc. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer, pleuré pour Emma et Tyler, pleuré pour la vie que j'avais perdue, pleuré parce que je venais de prendre la décision la plus douloureuse et la plus irréversible de mon existence, sans savoir si c'était la bonne. Les mois qui ont suivi furent étranges, j'étais en vie, mais je ne vivais pas. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je dormais, et je recommençais. Dorothy ne posait pas de questions, mais elle était douce. Elle laissait parfois une tasse de thé devant ma porte, ou m'invitait à regarder des jeux télévisés avec elle le soir. J'acceptais toujours, car l'alternative était de rester seule dans ma chambre à penser à mes enfants. Rachel m'appelait toutes les quelques semaines depuis des numéros différents, des téléphones jetables qu'elle jetait ensuite. Nos conversations étaient brèves, juste assez pour qu'elle s'assure que j'allais bien. « Tu manges ?» demandait-elle. « Oui. »« Tu dors ?»« Pas vraiment. »« Ça ira mieux, disait-elle. »« Je te le promets. » Ça ne paraît pas possible maintenant, mais avec le temps, ça s'arrange. 6 mois après ma disparition, Rachel m'a appelé avec une nouvelle. J'ai trouvé un moyen de faire parvenir les vidéos aux enfants, m'a-t-elle dit. Je sais que tu voulais attendre qu'ils soient plus grands, mais je voulais que tu saches que c'est possible. Comment ? Ai-je demandé. J'ai un contact qui peut les remettre anonymement à la conseillère scolaire d'Emma. Elle pourrait leur donner les vidéos dans un cadre sûr. J'y ai réfléchi pendant des jours. Est-ce que cela les aiderait à connaître la vérité, ou est-ce que cela rendrait les choses pires ? Finalement, j'ai décidé d'attendre. Ils étaient si jeunes, Tyler ne comprendrait même pas, et Emma n'avait que 5 ans. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que sa mère a dû simuler sa mort ? Garde-les, ai-je dit à Rachel. On saura quand le moment sera venu. 1 année passa, puis 2. J'ai fini par construire quelque chose qui ressemblait à une vie à Millfield. J'ai été promue gérante au restaurant, je me suis liée d'amitié avec quelques habitués, j'ai commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux pendant mes jours de congé. Dorothy et moi étions devenus proches, elle m'avait parlé de son mari défunt, de sa fille qui vivait à Seattle et ne l'appelait jamais.
Tout le monde fuit quelque chose, Claire, m'a-t-elle dit un soir. Le secret, c'est de comprendre vers quoi tu cours. J'envoyais de l'argent quand je pouvais. Rachel avait ouvert un fonds en fiducie pour Emma et Tyler, impossible à retracer jusqu'à moi. Ce n'était pas grand-chose, quelques centaines de dollars par mois, mais c'était quelque chose. À leurs anniversaires, j'écrivais des lettres que je ne pouvais jamais envoyer, leur parlant de ma journée, de la ville où je vivais, leur disant combien ils me manquaient et combien je les aimais. Je gardais ces lettres dans une boîte sous mon lit. Peut-être qu'un jour, je pourrais les leur donner, peut-être pas, mais les écrire me faisait me sentir connecté à eux d'une certaine manière. Je pensais à eux chaque jour, me demandant à quoi ils ressemblaient désormais, si Emma aimait toujours dessiner, si Tyler insistait encore pour porter son t-shirt dinosaure 3 jours d'affilée. Je vérifiais parfois les nouvelles. Marcus était devenu une sorte de figure publique. Il avait transformé ma mort en croisade, faisait des conférences sur la santé mentale, passait dans des podcasts, avait même publié une tribune dans un grand journal. Chaque fois que je voyais son visage, j'avais la nausée. Il profitait de ce qu'il m'avait fait subir, construisait une carrière sur ma douleur. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais morte, et je devais le rester. Je voulais rester en vie. 3 ans après ma disparition, je travaillais au restaurant pendant le service du midi quand un homme est entré. Il s'est assis au comptoir, a commandé un café et une part de tarte. Il y avait quelque chose chez lui qui me mettait mal à l'aise, la façon dont il m'observait, ses yeux me suivant à chacun de mes mouvements. « Vous me rappelez quelqu'un » a-t-il dit lorsque je lui ai apporté l'addition. J'ai un de ses visages, ai-je répondu, le cœur battant à tout rompre. Il a laissé un pourboire généreux et une carte de visite. Si jamais vous vous souvenez d'où on s'est déjà vu, appelez-moi, a-t-il ajouté. Après son départ, j'ai regardé la carte, James Shen, détective privé. Mes mains se sont mises à trembler. Ce soir-là, j'ai appelé Rachel depuis une cabine téléphonique près d'une station-service. Quelqu'un est au courant, ai-je dit. Un détective privé est venu au restaurant. Il t'a dit qu'il avait engagé, demanda Rachel. Non, mais qui d'autre cela pourrait-il être? D'accord, dit-elle. Ne panique pas. Tu lui as parlé? Juste pour prendre sa commande. Il a dit que j'avais un visage familier. Il pêche, répondit Rachel. Il dit sûrement ça à tout le monde, mais il faut être prudente. Tu peux te faire discrète quelques jours? Comment? Je dois travailler. Dis que tu es malade, reste tranquille, ne sors que si c'est nécessaire. Je vais voir ce que je peux découvrir. J'ai passé les 3 jours suivants pratiquement enfermée dans ma chambre. Dorothy a remarqué mon absence. Tu te sens bien, ma chérie, demanda-t-elle en m'apportant de la soupe. Un peu fatiguée, ai-je menti. Le 4e jour, Rachel a rappelé. C'est Marcus, dit-elle. Il a engagé une équipe d'enquêteurs il y a 6 mois. Il recherche toutes les femmes correspondant à ta description dans un rayon de 5 États. Qu'est-ce que je fais? Tu pourrais fuir à nouveau, dit-elle, ou quoi? Ou on pourrait envisager d'affronter cette situation. Cela fait 3 ans. Tu as des preuves, tu as mon témoignage, tu as les vidéos. Peut-être qu'il est temps de revenir. Je ne peux pas, ai-je dit. Il me détruira, il prendra les enfants, il quoi? Il te tuera? C'est une figure publique maintenant, Amber. Il ne prendra pas ce risque. Et tu n'es plus seule cette fois. Tu as des preuves. Mais je n'étais pas prête, pas encore. J'ai dit à Rachel que j'avais besoin de temps pour réfléchir, et elle a compris. Le lendemain, je suis retournée travailler, la tête baissée, évitant de croiser le regard de quiconque. Mais 2 jours plus tard, le détective est revenu. Cette fois, il avait une photo. Vous connaissez cette femme, demanda-t-il en me montrant une image de moi, prise 5 ans plus tôt. Non, ai-je répondu. Je ne crois pas, elle s'appelait Amber Mitchell, dit-il en scrutant ma réaction. Elle est morte il y a 3 ans. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. Je suis restée impassible. Je suis désolé, je ne la connais pas le truc, dit-il, c'est que je fais ce métier depuis 20 ans, et je suis plutôt douée pour reconnaître les visages, même quand les gens changent de coiffure, de style, qu'ils grossissent ou maigrissent. Il tapota la photo. Je pense que c'est vous. Je pense que vous êtes Amber Mitchell. Mon cœur battait si vite que je pensais m'évanouir. Vous faites erreur, ai-je dit d'un ton ferme, et je vous demande de partir. Il se leva. Très bien, dit-il. Mais votre mari ne va pas abandonner.
Il est déterminé à découvrir la vérité. Ce serait peut-être plus simple pour tout le monde si vous acceptiez de lui parler. Après son départ, j'ai quitté mon service plus tôt, prétextant une maladie, et je suis rentrée chez moi pour commencer à faire mes valises. Mais où irais-je? Combien de fois pouvais-je encore fuir? J'étais assise sur mon lit, entourée de mes maigres affaires, quand Dorothy a frappé à la porte. Claire, je peux entrer? J'ai ouvert. Elle a vu mon visage et s'est assise à côté de moi. Dis-moi ce qui ne va pas, a-t-elle dit. Et, sans trop savoir pourquoi, j'ai tout raconté, mon vrai nom, Marcus, les violences, le balcon, la fuite, tout. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. J'ai eu un mari comme ça, moi aussi, dit-elle enfin. C'était dans les années 50, à une époque où les femmes n'avaient pas le choix, avant qu'il y ait des refuges, des lignes d'aide, ou des lois qui comptent vraiment. Qu'est-il arrivé? Ai-je demandé. Il est mort, dit-elle simplement. Crise cardiaque. Je ne prétendrai pas que je n'ai pas ressenti un certain soulagement. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne? Non, ai-je répondu. Cela fait de vous une humaine. Voilà ce que je pense, dit Dorothy. Tu peux continuer à fuir. Tu peux passer le reste de ta vie à regarder derrière toi. Ou tu peux choisir d'affronter les choses. Tu n'es plus la même femme qu'il y a 3 ans, tu es plus forte maintenant, tu as des gens qui te croient, dit Dorothy. Mais les enfants grandiront sans leur mère si tu continues à te cacher. Est-ce vraiment ce que tu veux? Je ne savais plus ce que je voulais. J'étais si fatiguée d'avoir peur, fatiguée de fuir, fatiguée de vivre à moitié. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, je ne fuirai plus. Le lendemain matin, je suis allée faire les courses comme d'habitude, le samedi matin, la même routine que j'avais suivie pendant 3 ans. Et c'est là que je l'ai vu, Marcus, debout sur le parking, à côté de ma voiture. Ce qui nous ramène au début de cette histoire. Comment m'as-tu retrouvé? Ai-je demandé, la voix plus ferme que je ne le sentais vraiment. Le détective t'a localisé, répondit-il. Ce n'était pas facile, tu avais bien effacé tes traces. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu rentres à la maison, dit-il. J'ai changé, Amber. Je suis en thérapie, je travaille sur moi. Les enfants ont besoin de leur mère. J'ai presque ri. Tu as essayé de me tuer, Marcus. Tu allais me pousser du balcon. J'étais dans un mauvais état, dit-il, et sa voix reprenait cette douceur feinte qu'il utilisait toujours pour manipuler les gens. Je ne pensais pas clairement. Mais j'ai passé 3 ans à me faire aider. Je ne suis plus cet homme-là. Je ne te crois pas, dis-je. Son expression changea, juste assez pour me rappeler qu'il était vraiment sous son vernis de respectabilité. Alors crois ceci, dit-il. Si tu ne reviens pas, je dirai à tout le monde la vérité, que tu es vivante, que tu as simulé ta mort, que tu as abandonné tes enfants. Tu seras arrêté pour fraude, pour faux rapport de police, pour abandon d'enfants. Tu iras en prison, Amber, et j'aurai la garde exclusive d'Emma et de Tyler. Voilà, le vrai Marcus, celui qui a toujours besoin de contrôler, celui qui utilise la peur et les menaces pour obtenir ce qu'il veut. Tu ne peux pas prouver que je suis en vie, dis-je, mais même en le disant, je savais que c'était un argument faible. Il sortit son téléphone et me le montra, il enregistrait toute notre conversation. Je viens de le faire, dit-il avec un léger sourire. Mon esprit s'emballait, il me fallait du temps pour réfléchir, pour comprendre quoi faire, pour parler à Rachel. J'ai besoin de temps, dis-je. Tu ne peux pas simplement réapparaître après 3 ans et attendre de moi que je décide tout de suite. Tu as 24 heures, répondit-il. Retrouve-moi demain à midi au café de Main Street. Si tu ne viens pas, j'irai voir la police. Et, Amber, n'essaie même pas de t'enfuir, j'ai des gens qui te surveillent maintenant. Tu n'iras pas loin. Il s'éloigna, me laissant seul sur le parking, le cœur battant si fort que je crus qu'il allait exploser. Je montai dans ma voiture, mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à insérer la clé dans le contact. Je pris la route, mais pas vers la maison de Dorothy, ni vers aucun endroit où Marcus aurait pu m'attendre. Je me rendis dans un motel à la périphérie de la ville et payai en liquide pour une chambre. Puis j'appelai Rachel depuis le téléphone fixe du motel. Il m'a retrouvée, dis-je lorsqu'elle répondit. Je sais, dit-elle. J'essayais de te joindre. Ils m'ont suivi, Amber. Je suis désolée, j'ai essayé de les semer, mais c'étaient des professionnels, ils me filaient probablement depuis des semaines. Il veut que je rentre, dis-je.
Il menace de me dénoncer si je refuse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pensais à Emma et Tyler, à 3 ans d'anniversaire et de fêtes manquées, aux vidéos que j'avais enregistrées pour eux, à toutes ces lettres que je n'avais jamais envoyées. Je pensais à la vie que je m'étais construite ici, petite, tranquille, sur une vie où je n'avais plus peur, où je ne regardais plus sans cesse derrière moi. Mais ce n'était pas réel, n'est-ce pas? C'était une demi-vie, une vie de fantôme. Je ne sais pas, avouai-je. Je ne peux pas retourner vers lui, mais je ne peux pas perdre Emma et Tyler pour toujours non plus. Il y a peut-être une autre option, dit Rachel lentement, mais elle est risquée. Dis-moi. Et si nous l'exposions, lui? L'idée prit racine immédiatement. Que veux-tu dire? Réfléchis, dit-elle. Il joue le rôle du mari éploré depuis 3 ans, il a créé une fondation en ton nom, il est devenu une figure publique, il a bâti toute sa réputation sur ta mort supposée. Et si nous révélions que tu es vivante, en expliquant pourquoi tu as disparu? Personne ne me croira, dis-je. Il a des avocats, de l'argent, de la crédibilité. Je ne suis qu'une femme qui a simulé sa mort et abandonné ses enfants. Mais tu as des preuves, répliqua Rachel. Tu as les vidéos que tu as enregistrées pour Emma et Tyler, la documentation de la ligne d'aide aux victimes de violences conjugales, tu m'as moi comme témoin, tu as les dossiers médicaux de ton passage aux urgences, et surtout, tu as la preuve qu'il t'a retrouvé et menacé au lieu d'appeler la police immédiatement. Réfléchis, pourquoi un mari en deuil, découvrant que sa femme est en vie, chercherait-il à la faire chanter au lieu de se réjouir? Pourquoi la menacerait-il? Elle avait raison. Un bon argument. Si je rends tout public, dis-je, j'aurai sûrement des ennuis pour avoir simulé ma mort. Peut-être, répondit Rachel, mais tu seras en vie. Tu pourras raconter ton histoire. Et Emma et Tyler connaîtront la vérité. Ils sauront que tu ne les as pas abandonnés par manque d'amour. J'ai passé le reste de la nuit à réfléchir, dormant à peine, marchant d'un mur à l'autre dans la petite chambre du motel. J'allumai la télévision sans la regarder, pris une douche et restai longtemps sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Quand le soleil s'est levé, ma décision était prise, je n'allais pas retrouver Marcus au café, je ne jouerais plus à son jeu. J'allais raconter mon histoire. J'ai commencé à passer des appels. Le premier fut pour une journaliste, Jennifer Martinez, qui travaillait pour une grande chaîne d'information et avait beaucoup enquêté sur les violences domestiques. Je suivais son travail depuis des années. Quand je lui ai dit qui j'étais, il y eut un long silence. La Amber Mitchell, demanda-t-elle enfin. La femme disparue il y a 3 ans à Devils Canyon? Oui, dis-je. Je suis en vie, et j'ai une histoire que vous voudrez entendre. Elle était d'abord sceptique, pensant à un canular, mais accepta de me rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant, 2 villes plus loin. J'ai tout apporté. Les vidéos pour Emma et Tyler, les copies des documents du service d'aide, les messages menaçants de Marcus que j'avais transférés à Rachel avant de partir, les relevés bancaires montrant son contrôle sur nos finances, les dossiers médicaux de ma visite aux urgences après qu'il m'avait poussé dans les escaliers et que j'avais prétendu être tombé, les radiographies montrant mon poignet fracturé. J'ai tout raconté, la montée des violences, la nuit du balcon, la police qui ne m'avait pas cru, le sentiment d'être piégé au point de devoir disparaître. Jennifer a tout enregistré, pris des notes, posé des questions. Quand j'eus fini, elle s'appuya sur sa chaise et me regarda avec une expression indéfinissable. Cette histoire va faire l'effet d'une bombe, dit-elle enfin. Tu en as conscience? Ta vie ne sera plus jamais la même. Elle ne l'est déjà plus, répondis-je. Au moins, cette fois, mes enfants connaîtront la vérité. Et les conséquences juridiques? Tu as fait un faux rapport, tu as laissé tes enfants, il pourrait y avoir des poursuites. Je suis prête à les affronter, dis-je. Tant qu'Emma et Tyler sauront que je ne les ai pas abandonnés, tant qu'ils connaîtront la vérité sur leur père. Et Marcus, demanda Jennifer. Il va se défendre, il a des moyens, une tribune. Il dira que tu mens, que tu es instable, que tu fais une crise. Qu'il essaie, dis-je, étonné de la calme assurance de ma voix. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Jennifer me demanda si j'avais d'autres éléments pour corroborer mon histoire. Oui, dis-je. J'ai une dernière chose. Je sortis mon téléphone, un prépayé acheté la veille, et je lui fis écouter la vidéo que Marcus avait filmée sur le parking. On l'Y entendait clairement me menacer, me donner 24 heures, me dire qu'il avait des gens qui me surveillaient. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Il s'est enregistré en train de te menacer? Il pensait sans doute pouvoir la modifier, répondis-je, pour lui faire dire autre chose.
Mais j'ai tout enregistré moi aussi, sur mon téléphone dans ma poche. On entend tout. Jennifer se pencha vers moi. Amber, c'est énorme. Ça change tout. Ce n'est pas seulement un mari violent, c'est un homme qui a bâti une carrière entière sur un mensonge. Il a récolté des dons, donné des conférences, écrit des articles, tout cela sur ta mort supposée, et maintenant il essaie de te faire taire par le chantage. Tu peux publier ? Ai-je demandé. Oui, dit-elle. Mais je veux que tu comprennes, une fois que ce sera public, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu seras sous les projecteurs, jugé, critiqué. Certains te soutiendront, d'autres non. Marcus contre-attaquera, ce sera brutal. Je comprends, dis-je. Et tu risques des poursuites. Je sais. Très bien, dit Jennifer. Alors faisons-le, mais faisons-le correctement. Il faut vérifier chaque élément, parler à Rachel, obtenir la confirmation de l'organisation contre la violence domestique, contacter les urgences où tu as été soigné. Ce dossier doit être irréprochable. Elle passa les 2 jours suivants à enquêter, interrogea Rachel, qui lui raconta tout, ma fuite, la préparation, les vidéos. Elle contacta la ligne d'aide et confirma que j'avais bien pris contact plusieurs fois dans les mois précédant ma disparition. Elle obtint les dossiers médicaux de ma visite à l'hôpital. Elle retrouva même d'autres femmes. Marcus avait eu une petite amie à l'université, avant moi. Jennifer la retrouva, elle s'appelait Lisa, et son histoire ressemblait étrangement à la mienne. Marcus était jaloux, possessif, il l'avait poussée une fois pendant une dispute. Elle l'avait quitté, mais il l'avait harcelée pendant des mois. Il y avait aussi une femme nommée Kayla, une collègue de travail de Marcus, il y a environ 5 ans. Elle dit qu'il la mettait mal à l'aise, qu'il se tenait trop près, qu'il lui touchait le bras en lui parlant. Une fois, lors d'une fête de bureau, il l'a coincée dans un couloir et a essayé de l'embrasser. Elle l'a signalé aux ressources humaines, mais Marcus a tout nié, affirmant qu'elle mentait pour se venger parce qu'il avait refusé de la promouvoir. Le service RH l'a cru, car Marcus était un employé modèle. Ella a fini par quitter l'entreprise. Le schéma se dessinait clairement, Marcus n'était pas seulement un homme violent, c'était un prédateur, habile à manipuler les systèmes et les gens pour obtenir ce qu'il voulait. Jennifer rassembla tout cela, monta un dossier complet, avant de le diffuser, me donna une dernière chance de reculer. Une fois que ce sera diffusé, il n'y aura pas de retour possible, dit-elle. Je suis prête, répondis-je. L'émission passa un jeudi soir en heure de grande écoute. Le titre s'afficha, une mère disparue révèle avoir simulé sa mort pour échapper à un mari violent, aujourd'hui à la tête d'une fondation en son nom. Jennifer diffusa un long reportage, des extraits de mon interview, des passages de l'enregistrement où Marcus me menaçait, des témoignages de Rachel, de Lisa et de Kayla, toutes les preuves exposées avec rigueur. Internet explosa en moins d'1 heure. L'histoire fit le tour des réseaux sociaux. On partageait mon témoignage, on y ajoutait des récits personnels sur les violences domestiques. Beaucoup furent compatissants, ils comprenaient pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, ils voyaient Marcus pour ce qu'il était réellement. D'autres furent critiques, ils disaient que j'avais abandonné mes enfants, que j'aurais dû passer par les voies légales, que simuler ma mort était inacceptable quelles que soient les circonstances. Marcus réagit rapidement. Il publia un communiqué niant tout, déclarant que j'étais mentalement instable, que j'avais besoin d'aide, qu'il était dévasté mais heureux de savoir que j'étais vivante, bien qu'attristé de me voir propager des mensonges. J'ai passé 3 ans à pleurer ma femme et à aider mes enfants à surmonter leurs pertes, écrivait-il. Maintenant, j'apprends qu'elle est en vie et qu'elle profère de fausses accusations. C'est clairement un signe de détresse psychologique sévère. J'espère qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin. Mais son communiqué tomba à plat, car Jennifer avait inclus l'enregistrement. Le public pouvait entendre Marcus me menacer, sentir la froideur calculée de sa voix. Sa fondation fut immédiatement mise sous enquête. Les gens commencèrent à poser des questions sur les dons, où allait l'argent ? Combien Marcus en avait-il personnellement profité ? Le lendemain, son employeur le mit en congé administratif, le temps d'une investigation. Au 3e jour, toutes les grandes chaînes reprenaient l'affaire. On me demanda de donner des interviews. J'en fis quelques-unes, prudemment, avec les conseils de Jennifer. J'y racontai mon histoire, montrai les vidéos enregistrées pour Emma et Tyler. Je ne voulais pas les quitter, dis-je dans une interview, la voix brisée, mais je voulais rester en vie pour eux, un jour. Je voulais qu'ils aient une mère, même si je ne pouvais pas être là à ce moment-là. L'opinion publique commença à se retourner en ma faveur.
Des associations pour les victimes de violences conjugales prirent la parole. Elles expliquèrent combien il était difficile de partir, comment le système échouait souvent à protéger les victimes, comment des gens désespérés prenaient parfois des décisions désespérées. Mais je savais que je n'étais pas tirée d'affaire. La police voulait m'interroger. J'engageai une avocate, une excellente, que Rachel m'aida à trouver. Elle s'appelait Patricia Chen, spécialisée dans les affaires impliquant des victimes de violences domestiques. Vous allez être inculpé, me dit Patricia sans détour, probablement pour fraude liée à votre fausse mort, peut-être pour dépôt d'un faux rapport, mais nous plaiderons que vous étiez en danger de mort, que vous n'aviez aucune autre option. Nous demanderons la clémence. 5 jours après la diffusion de l'émission, je me rendis aux autorités. Je fus arrêté et inculpé pour fraude à l'assurance. Apparemment, Marcus avait touché une prime d'assurance vie et pour fausse déclaration. L'audience de mise en liberté sous caution fut tendue. Le procureur plaida que j'étais un risque de fuite, rappelant que j'avais déjà simulé ma mort une fois. Patricia répliqua que je m'étais livré volontairement, que j'étais une victime de violences graves prise dans une situation impossible, et que je ne représentais aucun danger. Le juge fixa la caution à $50 000. Rachel la paya. Je fus libéré, avec un bracelet électronique et interdiction de quitter l'État. Pendant ce temps, Marcus faisait face à ses propres ennuis judiciaires. L'enquête sur sa fondation révéla des irrégularités financières, il avait utilisé des dons pour payer des repas luxueux, des vêtements coûteux, une voiture neuve. Le procureur ouvrit également une enquête sur les agressions signalées par Lisa et Kayla. Rachel fournit un témoignage détaillé de tout ce que je lui avais confié à propos des violences. Il voulait inculper Marcus, mais un problème demeurait, la plupart des violences physiques remontaient à 3 ans, et le délai de prescription était expiré pour une partie des faits. Pourtant, il restait une chose, l'enregistrement. En me menaçant sur ce parking, Marcus avait commis un crime d'extorsion, chantage. Il fut arrêté 2 semaines après la diffusion du reportage. Les médias s'en donnèrent à cœur joie, un militant du deuil accusé d'avoir fait chanter sa femme supposée morte, titrait-il. Marcus fut libéré sous caution rapidement, il avait encore de l'argent et des contacts, mais sa réputation était détruite. Son cabinet d'avocats le renvoya, ses amis s'éloignèrent, la fondation ferma définitivement. Emma et Tyler furent temporairement placés chez mes parents en Arizona, le temps que tout s'éclaircisse. Mes parents prirent le premier vol dès qu'ils apprirent la nouvelle. Ma mère m'appela, la voix brisée. « Amber, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous t'aurions aidé. »« Je sais, maman, répondis-je. Mais j'avais tellement peur. Je croyais que Marcus me tuerait si j'essayais de partir. »« Nous allons surmonter tout ça, dit-elle. Ensemble. En famille. » Mes parents engagèrent un avocat pour réclamer la garde d'Emma et Tyler, arguant que j'étais leur mère, que j'avais agi sous la contrainte et par désespoir, mais que j'avais besoin de temps pour me reconstruire avant de les reprendre avec moi. Les services de protection de l'enfance se mêlèrent du dossier. Ils enquêtèrent sur tout, ils interrogèrent Marcus, mes parents, Rachel, Dorothy. Ils parlèrent aux enseignants et aux conseillers scolaires d'Emma et de Tyler. La thérapeute des enfants fut particulièrement précieuse, elle les suivait depuis ma mort. Elle témoigna qu'Emma avait souffert de la perte, que Tyler montrait des troubles du comportement, et que tous deux bénéficieraient d'un retour progressif auprès de leur mère dans un cadre thérapeutique. Le procès dura des mois, ponctué d'audiences, de dépositions, et d'une paperasserie interminable. Mon affaire pénale suivait son cours. D'abord, Patricia négocie un accord de plaider coupable. Je plaide coupable de fausses déclarations et de fraude à l'assurance, mais, compte tenu des circonstances, les violences documentées, l'absence de tout casier judiciaire, le fait que je me sois finalement rendu, je suis condamné à une peine de probation et de travaux d'intérêt général. Pas de prison. La juge, une femme d'une 60aine d'années, me regarde avec une forme de compréhension au moment du verdict. « Madame Mitchell, dit-elle, ce que vous avez fait était illégal. Il existe des voies légales pour quitter un conjoint violent, vous auriez dû les utiliser. » Elle marque une pause. Cependant, je reconnais que ces voies échouent souvent, et que les femmes dans votre situation se sentent parfois sans issue. J'espère qu'en racontant votre histoire, vous aiderez d'autres femmes à trouver de meilleures solutions. Les larmes me montent aux yeux, j'avais été préparé à purger une peine de prison. Le procès de Marcus, lui, se passa beaucoup moins bien. Il fut reconnu coupable d'extorsion et de chantage. Il dut aussi affronter des poursuites civiles de la part des personnes qui avaient fait des dons à sa fondation sous de faux prétextes. Il écopa de 3 ans de prison et dut rembourser les sommes détournées.
Mais l'affaire la plus importante était celle de la garde. Les services de protection de l'enfance terminèrent leur enquête, ils recommandèrent qu'Emma et Tyler soient placés avec moi, avec le soutien de mes parents. Ils notèrent que, même si j'avais fait un choix désespéré, je l'avais fait par peur pour ma vie, que j'avais coopéré tout au long du processus, suivi toutes les thérapies exigées, et que j'étais stable et capable d'offrir un foyer sûr. Marcus contesta la décision depuis la prison. Son avocat soutint que j'avais abandonné les enfants, que j'étais inapte, et qu'il devait conserver ses droits parentaux. Le tribunal n'était pas d'accord. Il mit fin aux droits parentaux de Marcus, citant un schéma de violence et le danger qu'il représentait pour la famille. 6 mois après la diffusion de mon histoire, Emma et Tyler rentraient à la maison. J'avais déménagé dans une petite maison en banlieue de Denver, non loin de mes parents, qui avaient quitté l'Arizona pour m'aider dans la transition. Dorothy avait déménagé avec moi, elle louait l'appartement du sous-sol et s'occupait des enfants quand je travaillais. Rachel était là le jour de leur arrivée, tout comme mes parents et Dorothy. Une assistante sociale les accompagna. Emma avait 8 ans, presque 9, grande, avec mes yeux. Tyler avait 6 ans et ressemblait beaucoup à Marcus, ça faisait mal, mais il avait mon sourire. Tous deux semblaient effrayés. Je m'agenouillai à leur hauteur, sans tenter de les toucher pour ne pas les brusquer. « Salut », dis-je, la voix tremblante. « Je sais que c'est déroutant et effrayant. Je sais que vous avez sûrement beaucoup de questions. » Emma me regarda, les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Tu es vraiment notre maman ? » ?»« Oui, dis-je. Je suis vraiment ta maman. »« Pourquoi t'es partie ?» demanda Tyler, d'une voix minuscule. « Parce que je voulais que nous soyons tous en sécurité, » répondis-je, et la seule façon d'y parvenir était de partir un moment. Mais je ne vous ai jamais cessé d'aimer, pas une seule seconde. J'ai pensé à vous chaque jour. Le visage d'Emma se tordit de douleur. Je croyais que tu étais morte. Je sais, ma chérie. Et je suis tellement, tellement désolée. Désolée pour tout ce que tu as vécu, pour tout ce que je t'ai fait subir. Tyler se mit à pleurer, puis Emma, puis moi. L'assistante sociale nous laissa un moment d'intimité. Mes parents restèrent en retrait. Ce n'était plus que nous trois. Je peux te faire un câlin, demanda Emma. Bien sûr, dis-je. Elle se jeta dans mes bras et me serra fort. Tyler nous rejoignit. Et là, pour la première fois depuis 3 ans et demi, je tins mes 2 enfants contre moi, et je crus que mon cœur allait éclater sous le mélange de joie et de douleur. Vous m'avez tellement manqué, murmurai-je dans les cheveux d'Emma. Tellement, tous les deux. Tu nous as manqué aussi, maman, dit-elle. Tyler se serra encore plus fort. Nous restâmes ainsi longtemps, à nous tenir les uns contre les autres. Finalement, ma mère apporta des cookies et du lait. Les enfants étaient timides avec elle au début, mais elle fut patiente, comme toujours. Dorothy leur montra leur chambre. Je les laissai les décorer à leur goût. Emma choisit des murs violets et une étagère remplie de livres. Tyler voulut des dinosaures partout. Ce premier soir, je les bordai comme autrefois. « Maman ?» demanda Emma pendant que j'éteignais la lumière. « Oui, ma chérie ? Tu vas repartir ?» Mon cœur se brisa à nouveau. « Non. Jamais, je te le promets. »« Mais tu avais promis avant, » dit-elle. « Quand tu es partie, tu avais dit que tu reviendrais bientôt. » Elle avait raison. J'avais promis, et j'avais rompu ma promesse. « Tu as raison, » dis-je en m'asseyant sur le bord du lit. J'ai promis, puis je suis partie. Et je ne peux pas changer cela. Mais je peux te promettre que je ne partirai plus jamais, sauf si je n'ai absolument pas le choix. Et je te dirai toujours la vérité, même quand elle est difficile. D'accord, dit-elle, la voix incertaine. Je sais que la confiance ne revient pas d'un coup, dis-je doucement. Je sais que je dois la regagner. Et je le ferai. Je serai là chaque jour pour te le prouver. On peut regarder les vidéos, demande-t-elle après un moment. Quelle vidéo ? Celle que tu as faite pour nous. Ma respiration se coupa. Tu es au courant ? Grand-mère m'a dit que tu avais fait des vidéos avant de partir, pour expliquer. Tu veux les voir ? Elle hocha la tête. Je pris mon ordinateur portable et lançai les vidéos. Nous les regardâmes ensemble, Emma, Tyler et moi. Sur les images, j'étais plus jeune, plus effrayée, mais l'amour dans mes yeux était indéniable. Quand là, moi, d'autres fois disais, je ne cesserai jamais de vous aimer, je ne cesserai jamais de me battre pour revenir vers vous, Emma me regarda. Tu es revenu, dit-elle. Oui, répondis-je, je suis revenue.
Et je ne repartirai plus. Tyler, silencieux jusque-là, demanda, où est papa? C'était la question que je redoutais. Il est dans un endroit où il doit être pour l'instant, dis-je prudemment. Il a fait de mauvais choix et il en assume les conséquences. Il t'a fait du mal, demanda Emma. Elle est si perspicace, elle l'a toujours été. Je ne voulais pas mentir, mais je ne voulais pas non plus trop en dire. Oui, dis-je simplement. Il m'a fait du mal. Et c'est pour ça que j'ai dû partir, pour être en sécurité et pouvoir revenir vers vous. Il va revenir, demanda Tyler, inquiet. Non, répondis-je fermement. Il ne peut pas revenir. Le tribunal s'en est assuré. Vous êtes en sécurité ici. Nous le sommes tous. L'adaptation fut difficile. Emma faisait des cauchemars, Tyler faisait pipi au lit. Ils avaient du mal à l'école. Les notes d'Emma baissèrent, Tyler se battait. Nous allions tous en thérapie, individuellement et ensemble. La thérapeute, la docteure Sandra Rodriguez, était patiente, expérimentée. C'est normal, me dit-elle un jour. Ils ont vécu un traumatisme profond. Leur mère est morte, puis revenue. Leur père a été arrêté. Leur monde entier a basculé. Cela prendra du temps. Combien de temps? Demandai-je. Autant qu'il en faudra. L'important, c'est la constance. Montrez-leur que vous êtes là, jour après jour, et que vous n'allez nulle part. Alors c'est ce que je fis. Je fus là, chaque jour. Je préparais leur déjeuner, je les aidais pour les devoirs, j'allais au match de foot d'Emma, au spectacle de l'école de Tyler. Je leur lisais des histoires avant de dormir. Je les laissais être en colère contre moi quand ils en avaient besoin. Un soir, environ 2 mois après leur retour, Emma explosa. « Je te déteste !» hurla-t-elle. « Tu nous as abandonnés. Tu as choisi de partir. » Ça faisait mal, mais je la laissai exprimer sa colère. « Tu as raison, dis-je calmement. Je suis partie, et tu as parfaitement le droit d'être en colère. Papa disait que tu ne nous aimais pas, dit-elle en pleurant. Il disait que tu étais partie parce qu'on n'était pas assez bien. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Emma, regarde-moi, dis-je doucement. Ce n'est pas vrai. Pas du tout. Je suis partie parce que je vous aimais trop. Je suis partie parce que je voulais survivre, pour pouvoir revenir vers vous. Ton père t'a menti sur beaucoup de choses. Et comment je sais que toi, tu ne mens pas maintenant, demanda-t-elle. C'était une question juste. Tu ne le sais pas, pas encore, répondis-je. Mais je vais continuer à te dire la vérité, et à être là. Et un jour, tu le sauras. Elle pleura longtemps. Je la tins dans mes bras et la laissai vider tout ce qu'elle avait gardé. Tyler, lui, réagissait autrement. Il était plus silencieux qu'Emma, mais sa colère sortait autrement, il cassait des objets, faisait des crises, refusait d'obéir. Un jour, Tyler prend une paire de ciseaux et découpe tous ses vêtements neufs en lambeaux. Je le trouve assis au milieu de ce chaos, en larmes. Je voulais voir si tu partirais encore, dit-il, si tu te mettrais en colère et que tu t'en irais. Je m'assieds à côté de lui. Tyler, je ne partirai pas. Tu peux casser tout ce que tu veux dans cette maison, je ne partirai pas. Tu peux crier, m'ignorer, me dire que tu me détestes, je resterai. Parce que je suis ta mère, et les mères n'abandonnent pas leurs enfants. Mais tu l'as fait, dit-il, tu nous as abandonnés avant. Tu as raison, dis-je doucement. Je l'ai fait, et je le regretterai toute ma vie. Mais je ne t'abandonnerai plus. Plus jamais. Il pleure de plus belle. Je le serre dans mes bras jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lendemain matin, sans que je le lui demande, il m'aide à ramasser les morceaux de vêtements déchirés. Peu à peu, les choses commencent à s'améliorer. 3 mois plus tard, Emma recommence à dormir toute la nuit. 6 mois plus tard, Tyler cesse de faire des crises tous les jours. 1 an plus tard, les notes d'Emma remontent, et Tyler entre dans l'équipe de football. Il y a encore des jours difficiles pour eux, pour moi, pour nous tous, mais les bons jours finissent par l'emporter. J'obtiens un emploi de conseillère dans un refuge pour victimes de violences domestiques. C'est un travail qui a du sens. J'aide d'autres femmes à élaborer des plans de sécurité, je leur raconte mon histoire, et elles se sentent un peu moins seules. Rachel vient souvent nous rendre visite. Elle est ma meilleure amie, mon pilier. Emma et Tyler l'adorent, ils l'appellent tante Rachel. Dorothy est comme une grand-mère pour eux. Elle apprend à Emma à tricoter, aide Tyler pour ses projets de science.
Elle fait partie de notre famille. Mes parents vivent tout près et sont très présents. Ils prennent les enfants un week-end sur 2, ce qui me permet de souffler un peu. Ma mère apprend à Emma à faire des gâteaux, mon père emmène Tyler pêcher. Nous construisons une vie. Une vraie vie. Marcus est libéré après 2 ans de prison pour bonne conduite. Je reçois une notification à ce sujet. Pendant plusieurs jours, je suis tendue, craignant qu'il ne tente quelque chose. Mais rien ne se passe. Une semaine après sa sortie, je reçois une lettre. Elle vient de lui. Mon premier réflexe est de la jeter, mais la curiosité l'emporte. La lettre est brève. Amber, j'ai passé 2 ans en prison à réfléchir à ce que je t'ai fait, à ce que j'ai fait à Emma et à Tyler, et à toutes les personnes que j'ai blessées. Je ne m'attends pas à ton pardon, je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je suis sincèrement désolée. Je renonce à tout droit parental. Je quitte Chicago, je recommence ailleurs. Je ne te dérangerai plus jamais, ni toi, ni les enfants. Prends soin d'eux. Dis-leur que je suis désolée. Marcus. Je montre la lettre à Patricia, mon avocate. Elle confirme que Marcus a bien signé la renonciation à ses droits parentaux. Comment tu te sens? Me demande-t-elle. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Une partie de moi ne la croit pas. Une autre se dit que c'est peut-être encore une manipulation. Mais une autre partie espère qu'il dit vrai. Pas pour lui, mais pour les autres qu'il pourrait blesser s'il ne change pas, c'est une réponse juste, dit Patricia. Je ne parle pas de la lettre à Emma ni à Tyler. Pas encore. Peut-être quand ils seront plus grands. Peut-être jamais. Certaines choses n'ont pas besoin d'être partagées. Quelques semaines plus tard, j'ai un appel de Lisa, une des femmes qui avait témoigné contre Marcus. Nous sommes restés en contact, unis par notre expérience commune. Je voulais te dire quelque chose, me confie-t-elle. J'ai croisé Marcus. Il travaille dans un magasin de bricolage au Nevada, il vit dans un petit studio. Il a l'air d'essayer de mener une vie tranquille. C'est bien, dis-je. Et je le pense. Pas pour Marcus, mais pour toutes celles qu'il pourrait croiser. Et les enfants, demande Lisa. Ils vont bien, dis-je. Vraiment bien. Emma suit une thérapie et progresse beaucoup. Tyler s'épanouit. Nous allons bien. Je suis contente pour toi, dit Lisa. Tu le mérites. 2 ans après le retour d'Emma et Tyler, quelque chose d'inattendu se produit. Emma vient me voir avec un projet d'école, elle doit écrire sur un héros personnel. Est-ce que je peux écrire sur toi, demande-t-elle. Sur moi? Pourquoi? Parce que tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, dit-elle. Tu t'es sauvée, et tu nous as sauvés. Je pleure, cette fois des larmes de joie. Elle écrit un texte magnifique, sur le courage, la résilience, et ce que cela signifie de se battre pour ce qu'on aime. À la fin, elle écrit, « Ma mère est mon héroïne, parce qu'elle m'a appris que parfois, être courageux, c'est faire des choses qui font peur. Parfois, c'est partir pour pouvoir revenir plus forte. J'étais en colère contre elle parce qu'elle est partie, mais maintenant je comprends, elle est partie parce qu'elle nous aimait, et elle est revenue parce qu'elle nous aimait encore plus. Son essai gagne un prix. Lors de la cérémonie, elle me demande de me lever quand on appelle son nom. Je veux dédier ce prix à ma mère, dit-elle dans le micro, qui m'a appris que survivre n'est que le début. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. La salle éclate en applaudissements. Tyler siffle depuis sa place. Rachel pleure. Ma mère me prend la main et la serre. Et moi, je reste là, à regarder ma fille briller, en pensant à tout le chemin parcouru de cette nuit sur le balcon jusqu'à cet instant. De la peur et du désespoir à l'espoir et à la guérison. Est-ce que ça en valait la peine? Toute cette douleur, ces sacrifices, ces années de séparation? Je regarde Emma, je regarde Tyler, je regarde la vie que nous avons reconstruite. Oui. 1000 fois oui. Parce que voilà la vérité, j'ai survécu. Nous avons survécu. Mais plus encore, nous vivons. Nous nous épanouissons. Après la cérémonie, nous allons manger des glaces. C'est devenu notre tradition, à chaque bonne nouvelle, nous célébrons avec une glace. Maman, dit Tyler la bouche pleine de pépites de chocolat, je peux te poser une question? Toujours, dis-je. Tu regrettes, parfois? Ce que tu as fait? C'est une question qu'il pose encore parfois, et qu'il posera sans doute pendant des années. Je regrette d'avoir dû le faire, dis-je.
Je regrette le temps perdu, je regrette que ton père nous ait mis dans cette situation. Mais est-ce que je regrette le choix d'avoir survécu? Non. Jamais. Parce que survivre m'a permis de revenir vers vous. Il réfléchit, puis hoche la tête. Je suis content que tu sois revenu. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Emma change de sujet et parle du lycée, elle entre en seconde à la rentrée et s'inquiète comme toutes les adolescentes. Tyler parle de tenter sa chance pour la pièce de théâtre de l'école. Nous sommes juste une famille ordinaire, en train de manger des glaces. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, je m'assieds dans ma chambre et sors la boîte de lettres que je leur ai écrites toutes ces années, celles que je n'ai jamais pu envoyer. Je les relis. Elles débordent d'amour, de douleur et d'espoir. L'espoir qu'un jour, je pourrais leur donner ces lettres. L'espoir qu'ils comprendraient. Je décide de leur offrir cette boîte pour leur prochain anniversaire. Pas toutes les lettres à la fois, ce serait trop, mais une par an, pour leur faire comprendre ce que ces années de séparation ont signifié pour moi. Je sors aussi mon journal. Je le tiens depuis la révélation de mon histoire. J'y consigne tout ce qui s'est passé. Ce soir, j'écris, aujourd'hui, Emma a gagné un prix et m'a appelée son héroïne. Tyler m'a demandé si je regrettais d'être partie, et je lui ai dit la vérité. Nous guérissons, tous. Il reste des jours difficiles, mais ils sont de plus en plus rares. Il m'arrive encore de penser à Marcus, de me demander s'il a vraiment changé. Mais la plupart du temps, je n'y pense plus. Il ne fait plus partie de notre histoire. Les seules histoires qui comptent désormais sont celles que nous écrivons ensemble, des histoires de guérison, de famille, de seconde chance. Je referme le journal et me prépare à dormir. Le lendemain matin, c'est dimanche. Nous avons une routine maintenant, pancake au petit déjeuner, puis entraînement de foot pour Emma, rendez-vous chez un ami pour Tyler, et café avec Rachel pour moi. Mais avant tout, nous nous asseyons tous ensemble à la table de la cuisine. Emma raconte des blagues, Tyler nous montre un dessin qu'il a fait. Je fais sauter les pancakes et fais semblant de ne pas voir quand Tyler ajoute en douce des pépites de chocolat. Dorothy monte de son appartement pour se joindre à nous. Elle fait désormais partie intégrante de notre famille. Tu sais à quoi je pensais, dit-elle en buvant son café. À quoi? Demandai-je. Nous sommes tous des survivants ici. Chacun de nous a traversé quelque chose. Mais nous n'avons pas seulement survécu. Nous nous sommes trouvés. Et nous avons bâti quelque chose de beau à partir de toute cette douleur. Elle a raison. Cette famille n'est peut-être pas conventionnelle, mais elle est à nous. Et elle est magnifique. Cette famille est composée de personnes qui se sont trouvées après le traumatisme. Mais elle est bien réelle, et elle est à nous. À la survie et à la renaissance, dit Rachel en levant sa tasse de café. Nous levons tous nos tasses, les enfants avec leur jus d'orange et leur toast. À la survie et à la renaissance, répétons-nous en chœur. 3 années passent encore. Emma a maintenant 17 ans, Tyler 13. Le temps a fait ce que la thérapie, l'amour et la constance font, il nous a guéris. Emma prépare son entrée à l'université. Elle veut étudier la psychologie, inspirée par sa propre expérience de la thérapie. C'est une élève brillante, capitaine de l'équipe de débat, déjà acceptée dans 3 universités. Tyler, lui, est en 4e. Il aime toujours le théâtre, mais il s'est découvert une passion pour la cuisine. Il veut intégrer une école culinaire après le lycée. Ce sont de bons enfants, des enfants heureux. Ils ont des amis, des activités, et les problèmes normaux de leur âge, comme se disputer pour savoir à qui revient la corvée de vaisselle. Ils ont aussi une relation avec leur père, enfin, d'une certaine manière. Il y a 2 ans, Marcus a repris contact par l'intermédiaire d'avocats. Il voulait envoyer des lettres à Emma et Tyler. Pas les voir, il savait que ce serait refusé, juste leur écrire de temps en temps. Je n'étais pas certaine d'accepter, ni Patricia, ni la docteure Rodriguez. Mais Emma et Tyler étaient plus grands maintenant, assez âgés pour avoir leur mot à dire. Qu'en pensez-vous? Leur ai-je demandé. Emma hésita. Je ne sais pas si j'ai envie d'entendre parler de lui. Tyler, plus curieux, dit, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il dirait. Finalement, nous avons décidé d'essayer, sous conditions strictes. Marcus pouvait écrire une lettre tous les quelques mois. Elle passerait d'abord par moi. Et si Emma ou Tyler voulaient arrêter à tout moment, nous le ferions. La première lettre arriva 3 mois plus tard, adressée aux 2 enfants. Marcus s'y excusait, expliquait qu'il suivait une thérapie,
qu'il essayait de comprendre ses actes, qu'il ne demandait pas pardon mais voulait qu'il sache qu'il s'efforçait de devenir meilleur. Emma la lut, mais ne répondit pas. Tyler, lui, écrivit une courte lettre polie. Avec le temps, Tyler a continué à lui écrire de temps en temps. Emma, non. Et c'est très bien ainsi, ils ont le droit de choisir leur propre relation avec lui. Moi, je n'ai jamais répondu à Marcus. Je n'en ai jamais eu envie. Pour moi, ce chapitre est clos. Un après-midi, Emma rentra de l'école l'air songeuse. Maman, on peut parler? Bien sûr. Nous nous installâmes sur le canapé. Tyler était chez un ami, nous étions seuls. J'ai réfléchi à l'université, dit-elle. À propos de quoi? Je veux étudier la psychologie, oui, mais plus précisément, je veux me concentrer sur le traumatisme et la résilience. Je veux aider des enfants qui ont vécu des choses difficiles, leur apprendre que leur douleur ne les définit pas. Les larmes me montèrent aux yeux. Emma, c'est magnifique. Et je veux aussi écrire sur ce qui nous est arrivé, dit-elle. Pas maintenant, mais un jour. Je pense que notre histoire pourrait aider d'autres gens. Tu n'as pas à le faire, dis-je. Tu ne dois ton histoire à personne. Je sais, dit-elle. Mais j'en ai envie. Je veux que d'autres enfants comprennent qu'ils ne sont pas seuls, que les choses peuvent s'arranger. Je la serrai fort dans mes bras. Tu es incroyable, tu le sais? J'ai appris du meilleur, dit-elle en souriant. Ce soir-là, au dîner, Emma fit une annonce. J'ai décidé où je voulais aller à l'université, dit-elle. L'université de Denver. Tyler leva les yeux de son assiette de pâtes. Mais je croyais que tu voulais aller dans cette école en Californie? Je voulais, répondit-elle. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas partir aussi loin. Pas encore. Je veux rester près de vous. J'essayais de ne pas pleurer encore une fois, je pleure si facilement ces temps-ci. Tu es sûr? Demandai-je. On te soutiendra, peu importe ta décision. Je suis sûre, dit-elle. Et puis Denver a un excellent programme de psychologie, et je pourrai encore venir à la maison pour les pancakes du dimanche. Tyler sourit. Tant mieux, quelqu'un doit bien empêcher maman de les brûler. Et protestai-je en riant. Je me suis améliorée. Nous finîmes le dîner, puis regardâmes un film ensemble. Juste un dimanche soir ordinaire, avec mes enfants. Plus tard, après qu'ils furent couchés, je m'assis sur le porche avec une tasse de thé. La nuit était douce, les grillons chantaient. Rachel passa, comme souvent en soirée. Comment tu vas? Demanda-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Bien, répondis-je. Vraiment bien. Emma m'a parlé de son choix d'université. Elle veut rester près d'ici, dis-je. J'essaie de ne pas être trop contente, je ne veux pas qu'elle croie qu'elle doit rester pour moi. Elle ne reste pas pour toi, dit Rachel. Elle reste parce qu'elle le veut. Parce qu'elle a construit une vie ici. Parce qu'elle est heureuse. Je sais, dis-je. C'est juste, difficile à croire, parfois. Qu'on ait réussi. Qu'on aille vraiment bien. Tu vas mieux que bien, dit Rachel. Tu rayonnes. Et elle a raison. Nous rayonnons. Je repense à la femme que j'étais autrefois, celle qui se tenait sur ce balcon, persuadée qu'elle allait mourir. Celle qui s'enfuyait au cœur de la nuit, convaincue qu'elle ne reverrait jamais ses enfants. Je repense aux années passées dans le Montana, au chagrin, à la culpabilité, à la peur constante. Et puis je pense à maintenant, à Emma qui prépare son avenir, à Tyler qui trouve sa voie, aux pancakes du dimanche, aux matchs de foot, à la vie simple et belle de chaque jour. Nous avons survécu. Tous. Et plus que cela, nous avons reconstruit quelque chose de neuf, de meilleur. Tu as des nouvelles de Marcus? Demande Rachel. Non, dis-je. Les enfants reçoivent parfois une lettre, mais je ne les lis pas. Je n'en ai pas envie. Cette partie de ma vie est derrière moi. Tu crois qu'il a vraiment changé? Je ne sais pas, dis-je sincèrement. Peut-être. Peut-être pas. Mais ça n'a plus d'importance. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Il ne peut plus nous blesser. Et c'est tout ce qui compte. Rachel acquiesce. Tu sais, quand je t'ai aidé à fuir, je n'étais pas sûre qu'on faisait la bonne chose. Ça paraissait si extrême, si risqué. Et maintenant je vois Emma et Tyler. Je les vois heureux, équilibrés. Et je sais qu'on a fait ce qu'il fallait. Pas ce que la loi aurait voulu, peut-être pas ce que la société attendait, mais ce qu'il fallait.
Nous restons silencieux un moment, profitant simplement de la douceur du soir. Puis Rachel dit soudain, « Je vais me marier. » Je me tourne vers elle, stupéfaite. « Quoi? Quand? Avec qui? » Elle rit. Elle s'appelle Michel. On sort ensemble depuis 6 mois. Je lui ai demandé sa main la semaine dernière. Rachel. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je voulais te le dire en personne, dit-elle. Et je voulais te demander quelque chose. Quoi? Tu veux être ma demoiselle d'honneur? Bien sûr. Dis-je en la serrant dans mes bras. Je suis tellement heureuse pour toi. Les enfants seront aussi dans le cortège, si ça te va. Ils vont adorer ça. Nous commençons à parler du mariage. Il sera simple, intime, entouré d'amis proches et de famille, à l'automne, ici même au Colorado. En discutant de fleurs, de musique et de la liste des invités, je repense à tout ce qui a changé, à tout le chemin parcouru. Rachel m'a littéralement sauvé la vie. Et maintenant, elle se marie. Elle commence un nouveau chapitre. Nous tous, d'ailleurs. 6 mois plus tard, par un bel après-midi d'octobre, Rachel se marie. Emma et Tyler font partie du cortège. Emma porte une robe bordeaux et un bouquet de tournesol. Tyler, en costume, conduit le chien de Rachel dans l'allée, en porteur d'anneau très lui. La cérémonie est magnifique, simple, sincère. Quand Rachel et Michel échangent leurs vœux, pas un œil n'est sec dans la salle. Au dîner, Emma fait un toast. Tante Rachel fait partie de notre famille depuis toujours, dit-elle. C'est elle qui a aidé ma mère quand elle en avait le plus besoin. Celle qui n'a jamais renoncé à nous. Et aujourd'hui, elle a trouvé quelqu'un qui la rend aussi heureuse qu'elle nous rend tous. Michel, bienvenue dans la famille. Je te préviens, on est nombreux. Tout le monde éclate de rire. Michel envoie un baiser à Emma. Plus tard, je danse avec Tyler. Maman, dit-il, je suis content que les choses se soient passées comme ça. Comme ça? Oui, que tout le monde soit heureux, ensemble. Je sais que ça a été dur, mais je suis content qu'on soit arrivé ici. Je le serre fort. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Je regarde autour de moi, la salle pleine de gens que j'aime, Rachel, Michel, mes parents, Dorothy, mes enfants, et je me rends compte de ce que nous avons accompli. Nous avons transformé la peur en paix, la douleur en force, la survie en vie. Et, pour la première fois depuis très longtemps, je ne ressens plus aucune trace d'ombre. Seulement de la lumière. Je regarde Emma rire avec Tyler, Rachel et Michel danser ensemble, mes parents discuter avec Dorothy, tous ces gens que j'aime réunis au même endroit. Et je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, la paix. Pas l'absence de problèmes, nous en avons encore. Emma est stressée par ses dossiers d'université, Tyler vit les petits drames habituels du collège. Moi, j'ai encore des jours sombres, des souvenirs qui reviennent. Mais nous avons aussi la joie, l'amour, et surtout, nous avons les uns les autres. Et c'est tout ce qui compte. L'histoire ne s'arrête pas ici. Les histoires ne se terminent jamais vraiment, elles continuent simplement. Emma ira à l'université, Tyler finira le lycée. Je continuerai à travailler au refuge, à aider d'autres femmes à trouver leur chemin vers la liberté. Il y aura encore des défis, des revers, des moments de doute. Mais il y aura aussi des victoires, des fêtes, et ces instants simples et magnifiques de la vie quotidienne. Parce que c'est ce que nous faisons, nous survivons, nous guérissons, nous avançons. Et nous n'abandonnons jamais. Ni nous-mêmes, ni ceux que nous aimons. Plus jamais. Alors que la réception touche à sa fin et que nous disons au revoir à tout le monde, Emma s'approche de moi. C'était une belle journée, dit-elle. Oui, je suis d'accord. J'ai longtemps été en colère contre toi, dit-elle. Parce que tu es parti. Parce que tu as manqué une partie de ma vie. Mon cœur se serre. Je sais, mais maintenant, je comprends, poursuit-elle. Tu es parti pour pouvoir revenir. Et tout ce qu'on a maintenant, cette famille, cette vie existe parce que tu as eu le courage de te sauver d'abord. Elle me serre dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Tellement. Et à cet instant, je sais que tout ira bien. Pour nous tous. Parce qu'en vérité, tout va déjà bien.